certaines carences peuvent effectivement s'afficher grâce à certains symptômes, certains signes. Des douleurs chroniques, par exemple, des tendinites chroniques. Alors pas toujours, tu vois, quelqu'un qui souffre par exemple d'une tendinite, je sais pas moi, au tendon d'Achille, sur un seul côté, bon, ça peut être lié à un problème. Mais quelqu'un qui va souffrir de douleurs chroniques ou de tendinite chronique à gauche, à droite, en haut, en bas, un peu partout, c'est clairement le signe d'un déséquilibre en certains micronutriments. Ça, c'est une certitude. Bienvenue dans ce nouvel épisode. J'ai le plaisir de t'annoncer que Peace and Flow devient EnduroFlow. Et pour fêter ça, j'ai le plaisir de recevoir Benoît Nave, ostéopathe, nutritionniste et ancien cycliste de haut niveau. Fort de plus de 20 ans d'expérience et grâce à son approche holistique, Benoît accompagne des athlètes de renom, comme par exemple Xavier Thévenard. Mais ce n'est pas tout. Avec l'aide du chef doublement étoilé Johan Comte, ainsi que de Gilles Gallou, un expert de l'agroalimentaire, il a cofondé Baou, une entreprise dédiée à la nutrition sportive, biologique et saine. Ce qu'il souhaite, c'est avoir un produit de grande qualité, fabriqué à partir d'aliments et non pas d'ingrédients. En bref, l'idée c'est de faire de la cuisine et pas de la chimie. Voici un aperçu de tout ce que tu vas découvrir dans cet épisode. Le micronutriment peu connu qui vient souvent à manquer chez le sportif d'endurance, les signes qui montrent que tu as un déséquilibre en micronutriments à coup sûr, est-ce nécessaire d'utiliser des compléments alimentaires dans son quotidien, ce sur quoi porter une attention particulière en tant que végétarien ou végétalien, la très belle histoire derrière la création de Baou, en quoi l'alimentation favorise l'apparition de l'état de flow, et pour finir, une anecdote émouvante sur la course Vasaloppet Ultravasan en Suède. Sur ce, je ne t'en dis pas plus et je te laisse apprécier mon entrevue avec Benoît Nave. Et pour soutenir le podcast, n'oublie pas de t'abonner et de laisser une revue 5 étoiles. Bonne écoute! Bonjour Benoît, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Elodie, avec grand plaisir. Est-ce que je peux te laisser te présenter pour démarrer s'il te plaît? Alors oui, bien sûr. Benoît Nave, je suis ostéopathe et nutritionniste et aussi cofondateur d'une marque de nutrition sportive qui s'appelle Baou, voilà. Alors j'ai été sportif pendant assez longtemps. J'ai fait du sport à haut niveau, sport cycliste. Et puis après, j'ai repris mes études. Et après ensuite, ben, parallèlement à mes activités professionnelles, j'ai repris aussi un peu de sport en compétition à moindre niveau, mais voilà, j'ai beaucoup pratiqué les sports d'endurance, donc le cyclisme, la course à pied, le trail. Euh, Toi qui aimes bien parler de sport d'endurance, j'ai couru plusieurs fois la Pierramenta en ski alpinisme, je l'ai couru l'été en trail, voilà, fait des courses comme la Saint-Élion, les Templiers. Euh, Travailler avec beaucoup d'athlètes dans des sports d'endurance, avec des cyclistes de très haut niveau, des trailers de très haut niveau. Euh, et donc voilà, c'est un domaine d'activité que j'aime beaucoup parce que ça nécessite de vraiment bien comprendre comment fonctionne le corps. Et un peu comme dans, je sais pas, le domaine automobile où la compétition permet de développer des technologies qui sont ensuite mises à disposition de chacun. Et bien là, quand tu cherches à faire fonctionner ton corps de manière optimale, tu comprends d'autant mieux les besoins que ça peut requérir pour chacun d'entre nous au quotidien et essayer d'améliorer la santé de tous quotidiennement. Voilà. Donc c'est un super Ok. laboratoire en fait, la pratique de sport d'endurance à haut niveau. Ok. Du coup, les sports d'endurance, toi, tu as toujours baigné dedans ou est-ce que c'est venu un petit peu sur le tard? Est-ce que tu peux développer un petit peu, ouais, c'est quoi ton histoire avec le sport et Ah, j'ai toujours qu'est-ce baigné qui t'a amené dedans. au sport d'endurance en particulier? Ouais, j'ai vraiment toujours baigné dedans parce que mon grand-père maternel pratiquait déjà le cyclisme en compétition. Mon père l'a pratiqué aussi en compétition. Et autour de moi, j'ai toujours eu des gens qui m'ont poussé à avoir des activités. Et même quand j'étais gamin, je pense que c'était aussi indispensable pour moi. Je pense que j'ai une disposition d'esprit un petit peu particulière et
qu'on va souvent catégoriser parmi les gens qui sont atteints de TDAH. Alors sans le H en ce qui me concerne, mais la pratique des sports m'a permis comment dire, de canaliser cette petite disposition d'esprit un peu particulière, et de me recentrer en fait, et d'être un peu moins TDA. Voilà. Et du coup, ça a été un peu aussi thérapeutique en ce qui me concerne. Ok. Voilà, voilà. Et en fait, c'est C'est-à-dire? aussi ce qui est sûrement a permis en fait d'être un petit peu touche à tout, c'est-à-dire à la fois ostéopathe, nutritionniste, cofondateur d'une boîte, et puis ben, comme on le fait aussi avec ma femme Myriam, en fait, on a créé un podcast sur la nutrition et la santé. Voilà, donc enfin, moi je suis un petit peu, enfin, j'aime bien aller explorer différentes choses, euh, et toujours avec l'envie de mettre en avant et d'essayer de trouver des solutions pour faire fonctionner le corps le mieux possible. Ok. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur ce podcast? De quoi il traite en un peu plus particulier? Alors, de quoi il traite? Eh ben, il va traiter de sujets de santé globale. Enfin, j'essaye d'expliquer en fait, grâce à Myriam, et de vulgariser aussi les connaissances qui sont souvent un peu trop pointues pour que tout le monde puisse y avoir accès. Et là, on essaye d'expliquer assez, comment dire, euh, de simplifier la compréhension de ces sujets qui sont parfois compliqués, pour que les gens puissent maîtriser et ensuite appliquer à eux-mêmes ces éléments de compréhension scientifique, pour faciliter, comment dire, enfin, ça va leur permettre d'être ensuite beaucoup plus au courant, de mieux comprendre ce qui peut les atteindre au quotidien. Tu as des tas de gens en fait qui souffrent de maux, de bobos. Je sais pas, ça peut être un peu dépressif, ou des gens qui ont des fatigues chroniques, des gens qui ont des douleurs chroniques, des gens qui ont des maladies chroniques, et qui savent pas trop vers qui se retourner, pas trop, qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. Et en fait, on a bien souvent des tas de pistes à leur donner. Euh, et en fait, le podcast, il est surtout destiné à tous ces gens-là, à tous ces gens qui souhaitent reprendre en main leur santé, et ne pas fonctionner dans un état de santé minimal, mais essayer de refonctionner dans un état de santé optimal, en fait. Voilà. C'est vraiment, il sert vraiment à ça, ce podcast. Ok. Après, Ok. Bah il écoute, parle aussi de je te sport, propose hein. qu'on aborde un petit peu plus en détail le. Ouais. Ok. Donc on va y retrouver des C'est-à-dire sujets communs lié qu'on va toujours à la sûrement évoquer. nutrition ou Ouais, tout à fait, ouais. Ok. D'accord. Ok. Bah, du coup, ouais, comme je te disais, si je t'ai fait venir aujourd'hui, c'était un petit peu pour parler nutrition et micronutrition en particulier, du sportif Mmh. d'endurance. Pour démarrer, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi les grands principes généraux de la micronutrition et pourquoi c'est important pour les sportifs d'endurance? Alors, comment est-ce qu'on peut définir la micronutrition? En fait, pour expliquer un petit peu la différence qu'il peut y avoir entre, alors, tu as le nutriment, on sait ce que c'est que le nutriment. Le nutriment, c'est, Hem, tu de l'aliment, en fait. Alors, si on prend l'aliment déjà, je vais te parler de la sardine. Voilà, la sardine, c'est un aliment, OK? Dans la sardine, tu as des nutriments. Tu as donc des protéines, des lipides, donc des graisses, hein. Dans ce nutriment lipide, tu as des micronutriments, c'est-à-dire ce sont les briques qui composent la partie lipidique,
Et parmi ces micronutriments, tu vas avoir par exemple les oméga 3, l'un des micronutriments donc de la partie lipidique de la sardine. Voilà. Et tu vas en avoir d'autres, hein, tu vas avoir des graisses saturées, mais voilà, l'oméga 3, c'est un micronutriment. Et donc le micronutritionniste va s'intéresser essentiellement à ce qui a pu faire apparaître certains désordres au niveau micronutritionnel. Si je te donne un exemple, si on parle par exemple de dépression, eh bien, on s'aperçoit que chez les gens qui ont subi ces phénomènes de dépression, on a très souvent des carences. C'est pour ça que je parlais des oméga 3. On a des carences en oméga 3. Pourquoi? Parce que les oméga 3 participent de façon très importante à la régulation des phénomènes inflammatoires et en particulier de l'inflammation cérébrale, par exemple. Tu vois? Et donc, quand tu as un état d'inflammation cérébrale chronique, eh bien, tu es plus susceptible d'être atteint de phénomènes dépressifs. Voilà, c'est un des exemples. Euh, et donc, sur un bilan biologique, on peut être amené à Ok, c'est aller intéressant. identifier certaines carences en certains micronutriments qui vont favoriser l'apparition de certains symptômes ou de certaines pathologies. Voilà le boulot du micronutritionniste. C'est d'aller identifier en fait ces déséquilibres Ok. très très fins, très Chez précis. les... Ok. Ok. Et du coup, chez les sportifs d'endurance, c'est quoi les déséquilibres qu'on retrouve le plus souvent? Est-ce qu'il y a des carences types du sportif d'endurance? Alors, ils peuvent être multiples, hein, parce que en fait, très souvent, les sportifs d'endurance ont pas une alimentation si différente de celle de la population classique. Alors parfois, ils sont un peu plus attentifs à la qualité de leur alimentation, mais ils sont souvent pas suffisamment au courant justement de toutes ces particularités, de tous ces éléments micronutritionnels. Et parfois, même en croyant bien faire, ils sont assez loin, assez éloignés de la vérité. Alors un élément qui peut être, par exemple, très souvent atteint chez le sportif d'endurance, eh bien, c'est un élément micronutritionnel particulier, c'est le coenzyme Q10, par exemple. Pourquoi? Parce que ce composé essentiel c'est un composé essentiel du fonctionnement du système musculaire et en particulier de ce qu'on appelle les mitochondries. Euh, D'ailleurs, c'est un podcast qu'on a fait assez récemment, ça, les mitochondries. On expliquait ce que c'est. La mitochondrie, en fait, c'est un petit élément qu'on trouve au sein de chacune de nos cellules. Il y en a dans toutes les cellules du corps, sauf dans les globules rouges. Les mitochondries, en fait, ce sont des organelles qui sont responsables de la synthèse de l'énergie dans nos cellules. Donc là où on en trouve le plus dans le corps humain, c'est dans le cerveau, parce que le cerveau est très gros consommateur d'énergie. Et puis aussi évidemment dans le muscle, puisque le muscle, ben, quand tu le sollicites, il a besoin de fabriquer beaucoup d'énergie. Et donc on retrouve beaucoup de mitochondries là. Et quand tu fais des sports d'endurance, évidemment tu vas transporter beaucoup d'oxygène pour fabriquer beaucoup d'énergie dans ces mitochondries. Et bien, du coup, enfin, par ces mitochondries. Et donc, en fait, tu vas être plus susceptible de favoriser l'apparition de phénomènes d'oxydation. Parce que la mitochondrie, au cours de euh, au cours de son fonctionnement, elle va générer ce qu'on appelle des radicaux libres, des espèces réactives de l'oxygène, en fait. Et en fait, ces radicaux libres vont favoriser l'oxydation des tissus aux alentours. Et on a besoin de beaucoup plus de coenzyme Q10 quand les phénomènes d'oxydation, quand il y a beaucoup de transport d'oxygène et quand les phénomènes d'oxydation sont importants. Voilà. Et donc le coenzyme Q10 est un élément très particulier Ok. enfin, de la micronutrition du sportif. Ok. Est-ce qu'on peut parler d'antioxydants aussi au même titre, du coup?
par rapport à ce que tu viens Alors, de nous dire? on peut parler d'antioxydants, tout à fait. Les apports alors, il est intéressant de noter, que, le corps est capable de fabriquer lui-même, certains éléments antioxydants et d'ailleurs, normalement, l'essentiel, des antioxydants, des besoins d'antioxydants du corps sont fabriqués par le corps lui-même. Les antioxydants que tu vas amener par l'alimentation sont effectivement très importants, mais leur puissance est moindre que celle que le corps est normalement censé capable de fabriquer pour lui-même. Voilà. Cela étant, ce qu'on remarque, c'est que chez de OK. nombreux OK, individus, c'est intéressant. la capacité antioxydante du corps, elle est affaiblie assez nettement et souvent chez les sportifs d'endurance, parce qu'on remarque, en fait, pour fabriquer ces antioxydants, il faut des protéines et des lipides, et puis évidemment des tas de autres micronutriments, hein, des vitamines B par exemple. Et bien les apports par exemple en protéines sont souvent insuffisants chez les sportifs d'endurance. C'est souvent mis de côté un peu les apports protéiques. Et quand ces apports protéiques sont trop faibles, eh bien en fait on a une capacité antioxydante qui est nettement diminuée. Alors on peut compenser en partie par des apports en antioxydants OK. sous forme d'aliments, par les aliments, mais ça reste insuffisant malgré tout. Et moi je vois très régulièrement des sportifs d'endurance qui ont des taux d'oxydation qui sont très très élevés parce que justement il y a ces carences d'apports alimentaires en protéines et le corps n'est plus capable de fabriquer ses propres antioxydants. Même si les apports en antioxydants exogènes sont présents, il a besoin de OK. fabriquer lui-même ses propres antioxydants. OK. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un petit peu des signes que le sportif a des carences quelque part et est-ce qu'il y a des moyens d'identifier quel type de carence juste en s'écoutant, en sachant un petit peu s'observer? Alors certaines carences peuvent effectivement s'afficher grâce à certains symptômes, certains signes. Hem des douleurs chroniques, par exemple, des tendinites chroniques. Alors pas toujours, tu vois, quelqu'un qui souffre par exemple d'une tendinite, je sais pas moi, au tendon d'Achille, sur un seul côté, bon ça peut être lié à un problème chimique. Mais quelqu'un qui va souffrir de douleurs chroniques ou de tendinite chronique à gauche, à droite, en haut, en bas, un peu partout, c'est clairement le signe d'un déséquilibre en certains micronutriments. Ça, c'est une certitude. Euh, Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On peut avoir d'un seul coup une diminution des performances qui n'a pas d'explication particulière euh, par une augmentation du volume d'entraînement ou de l'intensité. Euh, et ben, ça va être effectivement aussi le signe probable d'une carence en certains micronutriments. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il peut y avoir une fatigabilité accrue, une perte de force musculaire, une diminution de la motivation ou de l'envie de s'entraîner ou de se dépasser à l'effort. Voilà, tout ça, ce sont des symptômes qui sont, dans la plupart des cas, liés à l'apparition de déséquilibres micronutritionnels. OK. Hem, du coup, est-ce qu'il y a des, enfin, est-ce que les besoins peuvent varier en fonction des différentes phases d'entraînement? Est-ce que, par exemple, est-ce que ouais, les besoins sont différents en fonction de si on est en phase de préparation, en phase de compétition, en phase de récupération? Ou est-ce que Alors, c'est toujours un petit peu la même base? les besoins fondamentaux, non. Par contre, à la marge, oui, ça peut varier un peu. Imaginons par exemple que tu sois dans une période de développement, de force. En fait, on oublie souvent de dire que le sportif d'endurance
améliore son endurance grâce au travail de force. Et donc, en fait, dans ta phase de préparation, le travail de force doit être implémenté. Et ben, dans cette période de développement de la force, il est évident que tu vas augmenter un peu tes besoins en protéines, par exemple, en apport protéique, vont être un peu augmentés. Enfin, un peu, même parfois notablement, ça peut augmenter de 30 à 40%, tu vois. Ou certaines journées particulières. Euh, Ok. ah, oui, ça avait coupé un petit peu. Certaines journées particulières, par exemple, je sais pas, moi, tu as fait une séance, une grosse séance d'intensité, eh bien, tes besoins en, en protéines, par exemple, pour compenser la casse musculaire induite, vont être un peu augmentés, tu vois. Et puis, à l'approche Ok. d'une Mais épreuve du point de vue de la d'endurance, en fait. micronutrition, par contre, il n'y a pas tant de variations que ça. Alors, pas tant. Alors, à l'approche d'une épreuve d'endurance, j'allais te dire, tu vois, il va falloir que tu prépares ou que tu fasses en sorte que, je sais pas, moi, on va parler d'une épreuve qui va se dérouler bientôt, un UTMB par exemple. Euh, et bien, c'est une épreuve qui sollicite énormément le système digestif. Euh, et bien, en fait, tu vas dans les semaines qui précèdent apporter certains micronutriments euh, euh, où tu vas avoir une approche micronutritionnelle un petit peu différente dans les semaines qui précèdent, de façon à préparer le terrain digestif afin d'éviter ou de minimiser le risque d'apparition de troubles digestifs à l'effort. Ok, c'est intéressant. Est-ce que selon toi, on peut retrouver un petit peu toute, enfin, on peut avoir une alimentation complète, enfin de ouais, un apport en micronutriments complet juste avec l'alimentation? Ou est-ce que dans certains cas, ça peut être, intéressant d'avoir recours aux compléments alimentaires et si oui, quand? Alors, il y a deux. Alors, déjà, je pense que dorénavant, compte tenu de la diminution de la richesse des terres à cause de nos modes de culture, sauf à ce que tu sois toi-même capable de cultiver tous les légumes et les fruits dont tu as besoin et d'avoir à côté de chez toi à disposition des animaux d'élevage qui ont été élevés dans de très bonnes conditions. Mais dorénavant, compter uniquement sur la concentration en micronutriments suffisante pour amener tout ce dont tu as besoin, ça me paraît un peu compliqué. Donc, ne serait-ce que pour une alimentation quotidienne, sans même parler de pratique de sport d'endurance ou de sport tout court, OK. ça me semble illusoire d'imaginer qu'on puisse ne pas se complémenter au quotidien. Euh, et du coup, a fortiori, quand tu pratiques des sports d'endurance, je pense que tu peux pas échapper à l'utilisation de compléments alimentaires plus ou moins régulièrement. Euh, Par contre, évidemment que ça nécessite comment dire, de faire ça de manière encadrée parce que euh, bah, il faut que ce soit d'abord rationalisé. Et puis parfois, ça peut être un peu contre-productif aussi, quand c'est pas fait OK, correctement. parce que j'imagine que c'est, OK, parce que j'imagine que c'est individualisé, c'est pas, Ouais, les complètement. compléments seront adaptés à la personne, c'est pas on n'aura pas tous les mêmes besoins, OK. On n'a pas tous les mêmes besoins. Moi, j'ai Et en déjà tant eu que des exemples de gens j'ai des exemples de gens qui ont exactement les mêmes modes de vie. Bah, je te donne un exemple tout simple, hein. J'ai en fait un couple de patients qui vivent ensemble depuis plus de 30 ans et qui ont un mode de vie extrêmement similaire parce qu'en fait, ils pratiquent les sports ensemble, tu vois, ils mangent la même chose depuis 30 ans, etc. Et ben, j'en ai un qui a des besoins en vitamine B qui sont 2 à 3 fois plus élevés que chez l'autre, par exemple.
Et donc, ces OK. différences, elles sont liées à notre génétique, hein, tout simplement. C'est ce qu'on appelle les polymorphismes génétiques. Un autre exemple, ben, tu as des gens qui, par exemple, ne peuvent pas utiliser, on reparle des oméga 3, tu vois, ben, dans l'huile de lin ou dans l'huile de cameline ou dans l'huile de colza, tu as des oméga 3. Bon, eh bien, alors il y a des gens qui transforment très très bien ces oméga 3 végétaux en oméga 3 utilisables ensuite par le corps correctement. Et puis tu as des gens qui ne savent pas les transformer et qui vont donc du coup devoir tirer leurs oméga 3 plutôt de produits animaux, la sardine, le maquereau, des œufs de poule nourris aux graines de lin ou je ne sais quoi, mais voilà, qui ne peuvent pas compter sur les végétaux pour avoir leurs apports en oméga 3 suffisants. Et ça, c'est très individuel. OK, et comment on fait pour, le détecter? Et il faut faire des tests, des bilans. Ça, tu peux pas le faire autrement en fait. Bilan sanguin, test OK, génétique, voilà. OK. Et du coup, en tant que, végétarien ou végétalien et pratiquant de sport d'endurance, est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels on doit apporter une attention encore plus particulière par rapport à d'autres? Eh bien, on en parlait un petit peu au départ. En fait, alors, quand tu es végétalien, ce qui va être le plus délicat, ce sont alors, les apports en protéines, qui sont absolument indispensables, hein, puisque je l'expliquais tout à l'heure que en fait, les protéines servent entre autres à ta capacité antioxydante. Et donc, quand tes apports en protéines sont insuffisants, eh ben, ta capacité à contrôler les phénomènes d'oxydation peut être altérée. Euh, Autre élément très important à prendre en compte, c'est les apports en fer, par exemple. Quand tu sais que le fer que tu as dans les végétaux est assimilé environ, enfin, entre 5, enfin, au minimum 5 fois moins bien que le fer contenu dans les produits animaux. Donc, il est évident que du coup, ça pose tout de suite plus de problèmes pour avoir les apports en fer suffisants, sachant qu'en plus, euh, les produits végétaux, si tu manges pas mal de fibres, tu vas avoir un peu plus tendance à être un petit peu irrité éventuellement au niveau intestinal. Et donc ça aussi, ça va encore diminuer ta capacité d'absorption du fer. Euh, donc voilà, ça peut poser un problème aussi. Euh, donc il y a clairement, oui, il y a des choses dont il faut vraiment tenir compte quand on est végétalien ou végétarien pour arriver à équilibrer le fonctionnement de son corps, c'est sûr. C'est pas impossible, mais c'est un petit peu OK. plus compliqué. Hem, Est-ce que de manière générale, il y a OK. Sur les disons sur les 20, 30, 40 dernières années, c'est quoi un petit peu les ouais, comment la connaissance au niveau de la micronutrition a évolué? Est-ce qu'il y a des choses qu'on croyait vraies il y a 40 ans qui sont complètement réfutées, aujourd'hui et inversement? Alors, oui, oui, effectivement, il y a des choses alors moi, je me rappelle, par exemple, quand j'étais moi-même athlète, il y avait un bouquin qui était sorti, qui avait fait fureur à l'époque, qui sa baseline, c'était les graisses brûlent au feu des sucres. Donc en fait, il fallait manger beaucoup, beaucoup, beaucoup de glucides. Et ça a été une grosse, grosse tendance en fait pendant pas mal de temps, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive qu'en fait, bah, c'était pas totalement vrai quand même. C'est-à-dire que dans ce bouquin, il fallait bannir les graisses et avoir les apports protéinés, voilà, nécessaires, mais pas plus. Et tout le reste, c'était des glucides. Sauf qu'en fait, on a compris entre-temps, par exemple, que
ben, sans apport en graisse de bonne qualité, tu avais ton cerveau qui fonctionnait plus, tu avais des tas de structures qui fonctionnaient plus, tu avais ton système hormonal qui fonctionnait plus. Par exemple, la testostérone, la progestérone, les oestrogènes, enfin toutes ces hormones stéroïdiennes, elles ont pour base le cholestérol. Et donc sans apport en graisse suffisant, et tu vois, ben, tu peux plus avoir ces hormones-là qui fonctionnent correctement. Euh, donc voilà, oui, il y a des choses qu'on a vraiment compris, qui se sont modifiées. Qu'est-ce qu'on a vu évoluer aussi notablement? Oui, alors depuis une petite dizaine d'années, ce qui nous a beaucoup beaucoup aidé, c'est toute la connaissance du génome, la génomique, qui nous a permis de comprendre justement ces variations individuelles entre individus, entre personnes, évidemment entre individus, hein. Et par exemple, ben, que certains euh, fonctionnaient différemment au niveau thyroïdien, d'autres fonctionnaient différemment, bah, comme je te le disais tout à l'heure, sur la capacité à utiliser les oméga 3 végétaux. D'autres vont avoir une fragilité particulière au niveau intestinal parce que ils vont pas fabriquer un mucus particulier qui permet d'avoir un microbiote équilibré, etc., etc. Et donc toutes ces connaissances liées à la génomique nous a beaucoup beaucoup aidé dans notre approche et dans notre capacité à prendre en charge de manière efficace les patients ou les gens en général. Ok. Aujourd'hui, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des mythes pour lesquels tu es souvent confronté, on va dire, des mythes un petit peu récurrents sur lesquels tu Oui, aimerais appuyer? il y en a un en ce moment, en fait. Alors, c'est pas un mythe. En fait, chez les athlètes de très très haut niveau, en fait, ça fait 2, 3 ans, 4 ans euh, qu'on utilise au cours en compétition, en fait, des apports glucidiques qui sont très très élevés. Euh, alors, il y a 5 ans ou 6 ans, on était à 90 grammes à l'heure. Maintenant, on est 120, 130, 140, voire parfois même plus de 150 grammes à l'heure. Et alors, autant chez un athlète professionnel parfaitement encadré, qui est monitoré quotidiennement, qui a un fonctionnement, qui a une physiologie très particulière, euh, parce qu'il est capable de soutenir des niveaux d'intensité très très élevés pendant des durées qui sont assez incroyables. C'est, comment dire, ça me semble possible. Euh, Autant chez des gens ou chez même des sportifs qui sont, un, pas encadrés, deux, qui n'ont pas du tout quand même les mêmes capacités physiologiques. Je te parlais des athlètes tout à l'heure de très haut niveau, c'est des gens qui vont sur 4 heures ou 5 heures être capables de brûler 8000 calories. Et donc, enfin, voilà, d'avoir un besoin énergétique de 8000 calories sur 5 heures d'effort. Euh, Ça représente un pourcentage infime de la population sportive, mais vraiment infime. Et donc, c'est pas parce qu'on lit sur les réseaux sociaux le compte rendu de l'approche nutritionnelle de tel ou tel sportif de très haut niveau qu'il faut s'appliquer à soi-même, euh, parce que ça peut être vraiment très très embêtant derrière. Et moi, j'ai tout récemment eu. Alors, je m'étais en garde parce que j'avais vu que aux États-Unis, où cette mode elle a commencé avant la nôtre, il y avait des gastro-entérologues qui commençaient à constater l'apparition de certaines pathologies qu'on appelle la cirrhose hépatique non alcoolique, la fibrose hépatique non alcoolique. Ben moi, j'en ai récemment là dans mes patients, en fait, jeunes, hein, 30 ans, qui s'entraîne en moyenne 10 heures par semaine sur une année complète, avec des semaines à 15 heures. Eh bien, ça fait quelques années qu'il a commencé à adopter cette pratique. Et en fait, ben voilà, il a un début de stéatose hépatique. Et c'est un peu dommage parce que c'est quelqu'un qui prend vraiment soin de sa santé, qui fait tout enfin voilà, qui essaie de vraiment faire les choses bien. Et en voulant
s'appliquer à lui-même cette tendance-là, et ben là, il va falloir maintenant être un peu drastique sur l'approche pour arriver à réverser ce problème, quoi. Donc, c'est pas Ok, parce exactement que un du coup, mythe, selon toi, ce mais serait en quoi fait, une voilà. approche qui serait adaptée? Bah, on va dire que moi, enfin, moi, je pense que raisonnablement sur les sports d'endurance et d'ultra-endurance, en fait, plus la durée augmente et plus en fait tu peux compter sur ta lipolyse pour fonctionner à l'effort, parce qu'en fait, ton intensité diminue. Et donc en fait, graduellement, on va dire que pour des efforts qui sont sur peut-être 3 heures, 4 heures, on est peut-être sur du 90 grammes à l'heure, et après, plus ça augmente et plus tu vas diminuer, tu vas tendre vers 60 grammes de glucides à l'heure, quoi. Voilà, on va dire que sur les efforts de Ok. 20 heures. Alors, je parle pas, encore une fois, Si on se je penche ne un petit parle. peu plus peut-être sur... Ouais, en fait, ouais, je disais, je parle pas des athlètes de. Voilà, je parle en fait, un athlète qui va gagner un UTMB en 20 heures et quelqu'un qui va courir une course de 100 km en 20 heures, ou de 80 km en 20 heures, ils sont pas sur les mêmes niveaux d'intensité. Donc du coup, même si la durée est la même, c'est l'intensité qui va déterminer en fait la quantité de glucides que tu consommes à l'heure. Voilà. Ok. Du coup, si on se penche vraiment sur les coureurs de haut niveau, est-ce que toi, en tant que nutritionniste, il y a des défis assez courants pour lesquels enfin, ouais, des défis courants que tu rencontres assez souvent? Non, il y a pas de système en fait. Il n'y a pas de systématique. Euh, c'est très variable en fait d'un individu à l'autre. Euh, OK, ouais, je peux pas te dire comme ça. Non, il y a pas de. Euh, peut-être peut-être les apports en protéines. Ouais, c'est ce qui me semble être le plus fréquent en fait. Et les apports OK, globaux en énergie aussi peut-être. d'accord. Euh, Peut-être pas tout à fait assez d'apports lipidiques aussi. Voilà, ça c'est assez fréquent. D'autant plus, encore plus chez les femmes que chez les hommes d'ailleurs. OK, d'accord. Est-ce que tu as des exemples de personnes que tu as accompagnées, sur lesquelles tu as observé une vraie transformation, que ce soit à la fois au niveau du bien-être et de la performance, en ayant optimisé leur micronutrition? Ah oui, oui, tout à fait, oui. Oui, oui, oui. J'ai des retours très réguliers en fait, de patients qui sont venus, patients sportifs, hein, qui sont venus au départ uniquement parce qu'ils étaient tracassés au cours de leur pratique de sport d'endurance, d'ultra en particulier, et qui ont vu leurs symptômes s'estomper ou carrément disparaître. Euh, ouais, ouais, j'en ai très régulièrement, ouais. Et euh, ouais, ouais, c'est juste génial, quoi. Enfin, les gens, ils te font des retours qui sont top. Franchement, c'est ultra gratifiant. Ouais, ils te le disent, vraiment. OK. Je me sens transformé. Tout à l'heure Euh, c'est vraiment top. ouais, OK. En intro, tu nous as parlé de Baou, donc la boîte que tu as cofondée. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la marque et de comment est né le projet? Alors, comment est né le projet? Le projet, il est, en fait, l'histoire, elle est sympa. Euh,
ça faisait des mois et des mois que je bossais sur. Je me disais comment est-ce que je peux faire un truc qui soit à la fois très sain et pas mauvais à consommer à l'effort. Euh, Parce que à l'époque, moi, je faisais encore, il y a 10 ans, je pratiquais pas mal en compétition aussi. Et en fait, ce que j'avais à disposition au cours de l'effort, ça me satisfaisait vraiment pas. Soit parce que je trouvais ça pas bon, soit parce que ça me dérangeait d'un point de vue digestif, soit parce que, enfin, et ou d'ailleurs, hein, ça se combinait, la composition nutritionnelle était vraiment pas satisfaisante et que je savais très bien que d'un point de vue santé, eh bien, ça déséquilibrait mon organisme. Et donc je me disais, ben voilà, qu'est-ce que voilà. Et donc j'avais commencé à bosser sur la réalisation d'une recette de bar. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui a pris rendez-vous avec moi dans mon cabinet. Euh, et quand il est rentré, il m'a dit bonjour, voilà, je voudrais fonder une marque de nutrition sportive bio. Parce que moi je suis pratiquant de sport outdoor, je viens de l'industrie de l'agroalimentaire, j'en ai marre de promouvoir et de vendre des cochonneries. Et moi, pour ma pratique personnelle, j'aimerais bien avoir accès à quelque chose de sain, euh, mais je sais pas comment réaliser le produit. Et là, j'ai vu le type, je me suis dit, ah, c'est le Messi ce gars-là, parce que moi, je sais comment réaliser le produit, mais je sais pas comment faire pour industrialiser ce truc, quoi. Et comme lui, il venait de l'industrie, en fait, bah, il savait industrialiser. Et voilà, en fait, le truc est né comme ça. C'est donc, je parle de Gilles Gallou, qui est voilà, la troisième personne avec Johan Comte, en fait, qui est rentré dans l'histoire aussi, parce que Gilles avait cette super idée d'associer au projet, en fait, un chef étoilé, de façon à ce que le produit soit vraiment un produit quasi gastronomique, et que ça qu'on soit pas du tout, tu vois, écœuré en mangeant le produit très régulièrement, voilà, que ce soit vraiment un produit gourmand aussi. C'est pas parce que tu es à l'effort que tu n'as pas le droit d'apprécier ce que tu manges aussi. Et voilà comment est né le projet, Ok. avec dans l'idée vraiment de réaliser des produits qui sont totalement bio, sans aucun colorant, sans aucun ajout de sucre par-dessus les produits, que ce soit brut ou le plus brut possible, qu'il n'y ait pas de conservateur et qui soient les plus denses d'un point de vue micronutritionnel, c'est-à-dire les plus riches. Euh, qu'on ait vraiment dans le produit uniquement des aliments et non pas des ingrédients. Voilà. L'idée, c'est de faire de la cuisine et pas de la chimie. Et c'est donc d'avoir vraiment voilà, des aliments et pas autre chose. Et pas autre chose. Ok, c'est intéressant. Et du coup, combien de temps est-ce que ça a pris le temps que... Parce que j'imagine que vous avez quand même fait des tests avant de Ouh là réussir là, à oui. avoir un produit qui vous convient. Comment est-ce que c'est passé un petit peu cette phase-là et, et combien de temps est-ce que ça a pris? Eh bien, en fait, entre le moment où l'idée est née et le moment où on a sorti les premières barres, on a mis 3 ans et demi. Euh, mais c'est assez, ça paraît long comme ça, mais en fait, on s'est aperçu derrière qu'il y a plein de fois où quand on a sorti des nouveaux produits, des nouveaux concepts, pareil, on a mis à chaque fois beaucoup de temps parce qu'on voulait un produit parfaitement abouti. On voulait que ça nous convienne ça me convienne à moi en tant que thérapeute et nutritionniste, c'est-à-dire que il est hors de question qu'on mette sur le marché un produit qui soit déséquilibrant pour la santé. Donc ça, c'est un impératif. Mais en même temps, il fallait que le produit soit à la fois agréable à consommer, agréable de plein de points de vue, d'un point de vue texture, agréable à consommer parce que tu es à l'effort et que donc il faut que ça soit transportable, accessible facilement. Il fallait que les goûts plaisent.
voilà, tout un tas de paramètres à prendre en compte. Et donc, eh bien, presque à chaque fois, en fait, ça nous prend beaucoup, beaucoup de temps. Voilà, le jour où on a sorti notre première barre protéinée, ça a été 3 ans de boulot. Parce que ben, les protéines, ça a tendance à sécher les produits. Et que si on voulait pas faire une barre protéinée classique, c'est-à-dire avec un enrobage au chocolat ou à la fraise ou à la vanille, avec des tas de cochonneries dedans, tu sais, pour faire les espèces de nappage, là, sirop de glucose. En fait, c'était extrêmement compliqué. Vraiment s'arracher les cheveux pour arriver à des compos qui soient à la fois nutritionnellement intéressantes, mais en même temps gustativement plutôt bonnes. Voilà. Et à chaque fois, ça a été la même chose en fait. Ça a été toujours un vrai challenge en fait de sortir de nouveaux produits qui, qui collent au cahier des charges qu'on se donnait à chaque fois. Ok. Est-ce qu'on peut parler un peu plus en détail des gels? Justement, parce que je trouve que, enfin moi en tant que pratiquante, je trouve que c'est vraiment là où il y a le plus gros enjeu. Pour l'instant, j'ai jamais réussi à trouver une marque qui me convient, donc j'ai pas encore testé Baou, mais Ah, d'après ce que tu me dis, ça me donne envie. Hem, sur votre sur votre site, c'est écrit d'ailleurs que vos gels sont plus digestes que la plupart des autres. Comment ça s'explique? Au-delà de la composition qui est plus propre, ça reste quand même des produits qui sont assez concentrés, donc comment est-ce que vous faites pour les rendre, digestes? alors en fait, ils sont pas si concentrés que ça. En fait, ils sont concentrés, oui, parce que tu as 30 grammes de glucides par gourde. Mais en fait, il faut quand même savoir que c'est essentiellement du fruit, quoi. C'est essentiellement du fruit, avec un peu de sirop d'agave, mais c'est essentiellement du fruit. Et du coup, tu as vraiment l'impression de manger un coulis de fruits. Voilà. Euh, alors, évidemment que on est parti sur des ingrédients qui sont bons en bouche, hein. Alors ça, c'est aussi le job de Johan, en fait, hein. Il fait ça parfaitement bien. Et à chaque fois, on a des associations de saveurs qui sont très, très... En fait, c'est exactement comme quand Johan fait un coulis dans son restaurant doublement étoilé. Ben, voilà, on a fait en gros presque un copier-coller de ce qu'il est capable de faire dans son restaurant. On est parti sur ces principes-là et on a essayé de voir si ça pouvait coller pour réaliser un produit destiné à l'utilisation à l'effort intense. Et ça a fonctionné super bien. Et en fait, les retours sont, je sais pas si tu as été voir les avis, mais les avis sont vraiment géniaux, quoi. Enfin, on est vraiment très, très, très content parce qu'on a, Si. ouais, on a des avis qui sont incroyables. Des gens qui n'ont jamais réussi à consommer de gel voilà, de leur pratique. Et là, moi, j'ai eu un coureur cycliste professionnel hier qui m'a appelé, euh, qui va faire le Tour d'Espagne là, en fait, il m'a dit, ben, euh, j'ai plein de potes autour de moi qui font du trail et tout. Ils m'ont dit qu'ils pouvaient pas consommer des gels et ils ont consommé tes gels. Enfin, et ils sont super contents. Et du coup, moi, ma copine elle s'est mise à en consommer parce qu'elle n'en consommait pas jusqu'à présent. Et du coup, j'ai essayé les siens et j'ai adoré. Est-ce que, est-ce qu'on pourrait faire un partenariat ensemble parce on n'a pas de sponsor nutrition et je suis intéressé par l'utilisation de vos gels. Eh ben voilà, ça fait super plaisir, quoi. Donc je pense que ouais, on a vraiment réalisé un produit qui est vraiment super. OK. Et comment est-ce que vous aimeriez voir, évoluer le projet dans les années à venir? Jusqu'où est-ce que vous aimeriez étendre la marque? Alors ça fait très longtemps qu'on a des demandes pour des boissons. Euh, Là, on a réalisé nos gels de telle façon que il peut déjà être utilisé en boisson. C'est-à-dire qu'on peut le diluer dans une flasque ou dans une gourde sans aucun problème. On a fait en sorte que ce soit très très facile à faire. Donc ça, c'est déjà un premier pas. Mais là, on est en train de travailler sur des boissons spécifiques à l'effort aussi.
Et puis on va sortir une gamme d'électrolytes. Et comme pour le gel, en fait, ça va un peu révolutionner le produit. Parce que je pense qu'on va être les premiers à sortir des électrolytes dont la composition est vraiment très très naturelle. On a beaucoup beaucoup recherché. euh, et en fait, on a trouvé des ingrédients à base d'algues enfin voilà, de produits super sympas pour arriver à réaliser des électrolytes de grande qualité et pas que un produit chimique en fait. Donc ça va sortir, ouais, ça sortira Ok, début c'est d'année intéressant. 2025. Voilà, Ok. voilà pour la suite en fait. Et puis après, on a encore plein d'autres idées. Au mois de septembre, on a des barres protéinées qui sortent là, voilà, qui vont être, enfin ouais, très prochainement, qui vont être vraiment super. Encore aussi là, des goûts très révolutionnaires. On s'est vraiment lâché avec Johan sur les idées. Euh, et, et franchement, ça va être très très sympa là aussi. Euh, et ça va être un super produit parce que chaque barre aura un apport protéiné qui sera très très intéressant et très conséquent. Euh, et ça sera un produit qui va venir vraiment bien compléter notre gamme actuelle. Ok, c'est intéressant parce que pareil, c'est vrai que les barres protéinées, je trouve que c'est très difficile d'en trouver qui soient à la fois propres au niveau de la compo et à la fois bonnes au goût. Et c'est vrai que il y a aussi un vrai Exactement. besoin à ce niveau-là, je pense. Ouais, ouais, tout à fait, vraiment, ouais. Mm. Avant qu'on passe aux trois questions de la fin, est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, que tu aurais aimé aborder, un message que tu aimerais faire passer ou autre? Ouais, un message, ouais, vraiment un message. En fait, il faut savoir que, euh, alors, on a toujours un peu tendance à croire que on est le résultat de notre génétique. Alors, c'est pas faux, évidemment, mais il faut savoir que, en gros, euh, 80% de nos gènes ne fonctionnent pas de manière automatique et ne fonctionne que grâce à, comment dire, à la sollicitation qu'on va en faire. Donc en fait à l'environnement dans lequel tu vas te mettre ou te situer. Si je t'image le propos, tu vas vite comprendre. Si tu es assise dans ton canapé ou si tu vas à la salle soulever de la fonte, t'imagines bien que le gène je fabrique du muscle eh bien, il va pas être sollicité de la même manière. Tu comprends le truc? Bon. Eh bien, c'est pareil pour un très grand nombre de gènes, en fait. C'est ce qu'on appelle l'expression du gène. Ce que ça veut dire, c'est que, en gros, tu as, un gros bouquin de 20 000 pages, chaque page étant un gène. Et en fait, pour que ton gène soit exprimé, il faut que tu ouvres le livre à la bonne page et qu'ensuite tu aies les clés pour aller déchiffrer et lire correctement le code qui est inscrit sur cette page et qu'ensuite, bah, du coup, ton gène s'exprime correctement, enfin plus ou moins, quoi, tu vois. Eh bien, en fait, t'as la main, toi, sur, en gros, donc 80% du fonctionnement de tes gènes. Tu as la main. Et la main, comment tu l'as? Eh bien, tu l'as grâce à ton mode de vie. Tu l'as par ton... Est-ce que tu es active physiquement ou pas? Est-ce que tu te nourris correctement ou pas? Voilà. Qu'est-ce que tu fais en fait? Voilà. Comment tu les stimules, tes gènes, ou comment tu les inhibes? Et ça, euh, en fait, tu as des leviers qui sont extrêmement puissants, que sont toutes tes habitudes de vie, dont tes habitudes alimentaires. Et donc, si tu manges fast-food tous les jours, ou si tu manges potager bio tous les jours, évidemment que ça n'aura pas du tout les mêmes façons d'aller stimuler ou inhiber les gènes.
Ok, c'est intéressant. Voilà. Du coup, Donc ça, il faut le savoir. pour conclure l'épisode, j'ai trois petites questions rapides. Oui, Ok. Du coup, première question. oui. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué durant ta vie? Hem, alors, je dirais, alors un premier livre, qui est un livre assez ancien, un livre qui a été écrit par un médecin, que je trouve absolument incroyable, qui s'appelle Georges Mouton. C'est un médecin belge. Et ce bouquin, c'était Écosystème intestinal et santé optimale. C'est un énorme bouquin avec des milliers de références scientifiques. Ok. Vraiment un ouvrage colossal qui est un petit peu compliqué à lire, mais franchement, ça a révolutionné, je pense, la pratique de tas de gens, y compris la mienne. Voilà, ça c'est. Mais plus récemment, il y a quelqu'un qui a écrit deux bouquins. Alors un qui est très très accessible, et un qui est un petit peu plus riche et un petit peu plus difficile à lire. Cette personne, c'est Anthony Berthoud, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Du bon sens dans notre assiette. Et ça, je le recommande à tout le monde, ce bouquin, mais vraiment tout le monde. Et puis il en a sorti un. Ce bouquin, il doit avoir à peu près 2 ans. Et il en a écrit un plus récemment, il y a à peu près un an, qui s'appelle Thé de la pleine santé par l'alimentation durable. Et ce bouquin, il est remarquable parce que euh, euh, il parle à la fois d'alimentation santé, mais aussi de comment inscrire nos modes alimentaires dans un monde où on sait très bien que ben, les ressources sont pas illimitées et comment essayer d'orienter son alimentation afin d'avoir le moins d'impact possible au niveau environnemental aussi. Et c'est une réflexion qui est extrêmement complète, extrêmement riche et très intéressante. Donc vraiment, je le recommande aussi. Ok. Deuxième question. Quel est le souvenir que tu aimerais laisser derrière toi? Euh, alors, le souvenir que j'aimerais laisser derrière moi, ben j'aimerais que, alors, euh, famille là, était heureuse d'avoir à vivre à mes côtés. Ça, c'est vraiment le principal. Et puis après aussi, ben, que les gens que j'ai aidés en fait à être en bonne santé soient contents d'avoir pu apprendre ce que j'ai pu leur transmettre, tout simplement. Ok. Et troisième Ouais, voilà, question. quelqu'un qui a pu Est-ce que transmettre tu aurais pour ces une gens-là. petite anecdote de sport à nous Ah raconter? oui, oui, bien sûr. Petite anecdote de sport, j'en ai une très très sympa. En fait, j'ai participé il y a 10 ans en fait à la Vasaloppet Trail qui s'appelle l'Ultra Vasan en Suède. Et j'avais pas bien pu me préparer pour cette course, que j'avais pas vraiment eu le temps. C'était une période de ma vie qui était vraiment très très remplie. J'avais pas eu beaucoup de temps pour m'entraîner et c'est quand même une course qui faisait 45 km ou 50 km. Et du coup, et j'étais accompagné par la personne qui est devenue ma femme entre-temps. Enfin ouais, depuis. Et elle était venue avec moi sur la course et donc j'avais j'ai fait toute la course accompagné par elle en fait. Voilà, dans mes pensées, au bord de la route. Et tu vois, ça m'aime beaucoup. Euh, en fait, quand j'ai franchi la ligne d'arrivée, je me suis jeté dans ses bras, quoi. Et comment dire? Euh, la course, vraiment, je l'ai senti, toi, enfin, c'est vraiment ton podcast, quoi. C'était le flow sur toute la course. Donc, c'est génial.
Ok. Bah écoute, je te remercie beaucoup pour ce partage. Ah, c'est vrai qu'on Avec aurait pu plaisir. aborder la notion du flow, j'ai plus pensé. C'est vrai que le flow, c'est un élément capital en fait de la pratique sportive dans des bonnes conditions et en fait enfin l'alimentation elle participe à la création du flow parce qu'en fait elle participe notablement à des grands équilibres cérébraux qui facilitent l'apparition et la mise en place du flow à l'effort en fait. Voilà. Ok, bah de quelle manière? Si t'as 2 minutes pour développer. Oui, ben, en particulier grâce à un bon fonctionnement des neurotransmetteurs. C'est des substances que ton cerveau va fabriquer, enfin en partie ton cerveau, hein, pas que. Euh, mais par exemple, tes équilibres en dopamine, noradrénaline et sérotonine sont optimaux, et bien en fait, ça t'aide grandement à mettre en place une approche euh, euh, mentale de ta pratique qui va te permettre de te mettre dans cet état d'esprit particulier qu'est le flow lors d'un effort. Et en fait, c'est voilà, vraiment, tu vas vraiment optimiser euh, comment dire, euh, ton approche pendant l'épreuve et voilà, tu maîtrises, t'as une lucidité dans ces moments-là en fait et du coup tu te sens super fort quoi. Ok, ouais, c'est intéressant. Bah écoute, sur ce, je te remercie beaucoup pour l'entrevue. Avant de te quitter, est-ce qu'il y a des liens que tu aimerais partager à nos auditeurs pour celles et ceux qui veulent en savoir plus sur toi et sur ce que tu fais? Eh bien, oui, oui, ils peuvent aller voir euh, ils peuvent aller voir, écouter les podcasts déjà, qui s'appellent Pas de salade. Donc là, ils auront des infos qui sont intéressantes. Donc ça, c'est le premier lien sur lequel on peut envoyer les gens. Et puis après, sur le site internet aussi, c'est formation au pluriel nutrition.com. Voilà, il y a ça aussi, ce site sur lequel il y a des infos, il y a les liens avec le podcast, il y a voilà, différentes choses. Ok, ça marche. Eh bien écoute, sur ce, merci beaucoup. Je te souhaite une bonne fin de journée et beaucoup de Merci réussite Elodie. pour la suite. Merci à toi aussi Elodie. Bonne fin de À journée. bientôt. À bientôt.